Bonjour, j'espère que nous en forme. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi, ensemble avec nous, dans le cadre des cours biochimie métabolique que nous gagnons pour deuxième session. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la glycolyse et voie métabolique qui concerne le glucose. Donc, on va parler de l'oxydation et du glucose. Donc, comment la cellule utilise le glucose pour produire de l'ATP à travers plusieurs voies métaboliques, dont la glycolyse, le cycle de Krebs et d'autres alternatives quand l'oxygène n'est pas disponible, par exemple la fermentation lactique. Alors, la glycolyse, c'est une voie métabolique. Et cette voie métabolique s'appelle aussi voie d'Embden-Meyerhof. La glycolyse, c'est une voie métabolique qui est réalisée, qui se déroule à l'extérieur de la mitochondrie. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi, ou du moins on dit que la glycolyse est extra-mitochondriale, c'est-à-dire réalisée, déroulée à l'extérieur de la mitochondrie, contrairement au cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique qui est réalisé à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, cette voie métabolique, c'est la voie de dégradation du catabolisme, de l'oxydation incomplète du glucose. Alors, je parle de l'oxydation incomplète et je crois vous avoir déjà parlé de cette expression, l'oxydation incomplète. L'oxydation incomplète, c'est-à-dire que vous avez une molécule organique qui est oxydée en donnant une autre molécule organique. Donc, c'est le glucose qui va subir 10 réactions et dans le cadre de la glycolyse pour donner acide pyruvique ou pyruvate, donc glucose composé organique, pyruvate ou acide pyruvique composé organique. Donc, la glycolyse, c'est une oxydation incomplète. Donc, cette oxydation sera complétée à travers le cycle de Krebs où l'acétyl, le radical acétyl, le groupe acyl acétyl donc, va être dégradé en deux molécules de gaz carbonique. Alors, on nous dit ici que la glycolyse catalyse l'oxydation du G6P glucose 6-phosphate en pyruvate. En réalité, c'est pas vraiment glucose 6-phosphate parce que la première réaction alors, je n'ai aucun problème, mais il faudrait dire glucose, ok, au lieu de glucose 6-phosphate, parce que je corrigerai, parce que le glucose, une fois pénétré dans la cellule, donc ce glucose va être converti en glucose 6-phosphate, et c'est la toute première réaction du glucose dans la cellule, et cette réaction, la conversion du glucose en glucose 6-phosphate, va activer le glucose et je dirais et rendre le glucose prêt à entrer et à prendre n'importe quelle destinée, ok, à suivre n'importe quelle voie métabolique. Ensuite, cette
voie métabolique est présente dans le cytosol de toutes les cellules. Je vous ai dit que la glycolyse est extra-mitochondriale. Elle est déroulée dans le cytosol des cellules. C'est également la voie du fructose et du galactose. Peut fonctionner en aérobiose, aérobiose et en anaérobiose avec production finale soit d'acide lactique ou d'éthanol. Donc là, on parle de fermentation lactique ou fermentation alcoolique. Ça dépend de la cellule. Par exemple, dans nos cellules, on parle de fermentation lactique. Comment ça s'appelle ces champignons encore? Donc, ces champignons qui possèdent la capacité de convertir le glucose en éthanol. Donc, il s'agit de fermentation alcoolique. Alors, comme intérêt biomédical, donc, la glycolyse permet aux muscles squelettiques de fonctionner à des niveaux élevés quand l'oxydation aérobie devient insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand l'oxygène n'est pas disponible, il n'y a que quand l'oxygène n'est pas disponible, donc le cycle de Krebs ne pourra pas se réaliser. Le cycle de Krebs ne pourra pas se... Le cycle de Krebs ne pourra pas se réaliser et par conséquent, pour permettre un fonctionnement continu de nos cellules, donc c'est grâce à la glycolyse et ensuite la fermentation lactique, tout en sachant que l'accumulation d'acide lactique et de gaz carbonique pourra éventuellement provoquer une fatigue musculaire et des crampes. Donc maintenant, la glycolyse, c'est en fait une voie métabolique qui se réalise en absence d'oxygène. OK? Donc, cette voie ne nécessite pas vraiment de l'oxygène. Donc, que l'oxygène soit disponible ou non, donc, glycolyse l'y a fait. Quand l'oxygène est disponible, glycolyse l'en a fait, lui-même, il pas nécessité de l'oxygène. OK? Alors, il faut bien comprendre. Donc, c'est une voie métabolique qui peut se réaliser quand l'oxygène est disponible, mais lui-même, il n'a pas besoin d'oxygène. L'oxygène est disponible. Cet oxygène va être utilisé dans les mitochondries, mais lui-même, il n'est pas fait dans les mitochondries, donc il n'a pas besoin d'oxygène. Donc, que l'oxygène disponible ou pas, donc, excusez-moi, donc, que l'oxygène soit disponible ou non, donc glycolyse la fait parce que, lui-même n'a pas nécessité de l'oxygène. Deux, si l'oxygène est disponible, l'oxygène n'est pas disponible dans le cytosol pour la glycolyse, il est disponible dans la mitochondrie, donc pour recevoir les électrons issus donc des voies métaboliques et concernant non seulement le glucose, mais tous les substrats énergétiques, ok, donc qui est capable donc produire de l'acétyl-CoA. Donc, cette voie permet aux tissus capables d'une glycolyse importante de survivre à des épisodes
d'anoxie et une déficit en pyruvate kinase a entraîné une anémie hémolytique. Alors, il faut dire que, pourquoi on parle de anémie hémolytique ici? Alors, pyruvate kinase, c'est en fait enzyme, je dirais dernière enzyme qui va convertir phosphoénol pyruvate, PEP en pyruvate, la dernière réaction de la glycolyse. Si cette enzyme est déficitaire dans la cellule, et je dirais mieux dans le globule rouge, eh bien, cela veut dire que donc, ce globule rouge sera incapable de compléter, de réaliser dans sa totalité la glycolyse. Or, les globules rouges n'ont pas de mitochondries, c'est-à-dire seule voie métabolique leur permettant de produire de l'énergie, c'est la glycolyse. Et puisqu'ils ne sont pas capables de compléter la glycolyse, donc cette cellule qui est en manque, qui est en déficit de pyruvate kinase, donc pour gagner une carence, un manque important d'énergie et ce manque va entraîner de l'anémie hémolytique. Donc, il faut rappeler que les globules rouges n'ont pas de mitochondries et par conséquent, seule voie métabolique qui est capable de réaliser, c'est d'abord la glycolyse, ensuite la fermentation lactique. OK, fermentation lactique. Donc maintenant, si vous avez un problème pyruvate kinase, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de réaliser la glycolyse dans sa totalité. Parce que dernière réaction glycolysante, c'est pyruvate kinase qui catalyse. Donc, ça peut créer un manque d'ATP, ça peut créer, parce que réaction ça qui catalysée par pyruvate kinase, il peut produire de l'ATP. OK? C'est deuxième réaction qui produit ATP au niveau de la cellule. Donc, cela veut dire que donc, le peu d'énergie qu'un globule rouge est capable de produire, donc, il vient réduire encore tout simplement parce qu'il y a une carence, il y a un déficit en pyruvate kinase dans la cellule. Donc, nous disons un déficit en PFK, phosphofructose et kinase, dans les muscles squelettiques, il est capable de créer fatigue. Donc, tout ça, c'est des phosphofructokinase, ce sont des enzymes qui impliquées dans cette voie métabolique, OK, qui est, si vous déficitaire, donc ça peut créer on fatigue tout simplement parce que a gagné, on manque d'énergie, on manque d'ATP, ou du moins, réaction, j'ai pour le fait rapide, là, pas fait rapide, et si réaction pas fait rapide, donc ça va créer des problèmes au niveau de nos muscles. Entrée du glucose dans la cellule, donc le glucose, en tant que nutriment, il doit pénétrer dans la cellule pour être dégradé, catabolisé. Donc, il y a des transporteurs qui sont en charge de l'entrée du glucose dans la cellule. Donc, nous avons les transports facilités. Il faut rappeler que le transport membranaire implique plusieurs mécanismes. Donc, il y a d'abord un transport actif qui nécessite de l'énergie. Et si l'énergie provient de l'ATP, il s'agit de transport actif primaire. Et si l'énergie provient d'un gradient électrochimique, c'est-à-dire une différence de concentration d'ions de part et d'autre de la membrane. Donc, ce gradient électrochimique, cette différence de concentration d'ions à travers la membrane, peut générer de l'énergie et faciliter l'entrée ou la sortie d'un nutriment. À ce moment, on parle de transport actif secondaire. Et il y a aussi le transport passif
qui peut être diffusion facilitée, c'est-à-dire des molécules qui traversent la membrane sans l'intervention d'une protéine, de petites molécules comme le gaz carbonique, le dioxygène, des molécules apolaires ou de petites molécules apolaires comme le dioxygène, le gaz carbonique. Il y a d'autres molécules comme les protéines, les acides aminés qui peuvent traverser la membrane, mais grâce à l'intervention d'une protéine membranaire, d'une protéine membranaire, et à ce moment, on parle de transport et facilité, donc qui dépend en fait de la concentration de nutriments. Donc, nous avons les glutes, donc ce sont les transporteurs de glucose, donc qui assurent le transport du glucose. Donc, il y a les différents types de glutes, GLUT4 qu'on retrouve dans les adipocytes, les cellules musculaires. Donc, quand on dit adipocytes, donc il faut savoir que quand on consomme beaucoup de sucre, ou encore beaucoup d'amidon, ou encore beaucoup de glucose, donc une quantité de glucose est convertie en ATP, une autre quantité est convertie en glycogène, et s'il en reste encore, donc l'autre quantité est convertie en acide gras. Donc, ici, on a vu les adipocytes, donc ce sont des cellules spécialisées dans le stockage des graisses, notamment sous forme de triglycérides, Donc, le glucose peut aussi être converti en acide gras, en graisse. On a GLUT1 et GLUT3, on trouve dans les érythrocytes, les globules rouges et les cellules cérébrales. GLUT2, donc de les cellules hépatiques, pancréatiques et intestinales. Donc, l'entrée du glucose peut se faire aussi par transport actif et qui consomme de l'énergie. OK? Et là, c'est le transport actif. Ici, il s'agit de transport actif secondaire. OK? Donc, le glucose est transporté contre un gradient de concentration. Donc, c'est avec le sodium. OK? Donc, le glucose et le sodium sont transportés dans le même sens. Donc, on parle de symport. OK? On parle de symport. Quand le glucose et le sodium sont transportés dans le même sens, c'est-à-dire pénètrent en même temps dans la cellule, on parle de symport, et en même temps à travers la membrane. Donc, si c'est, par exemple, si glucose est entré et puis sodium est sorti, on va parler d'antipores. OK, on va parler d'antipores, mais comme ils ont entré dans le même sens, donc on parle de symport. Donc, le glucose est capable d'entrer par diffusion facilitée, transport et passif, ou encore et transport actif secondaire et qui nécessite de l'énergie, mais cette énergie provient non de l'ATP, mais d'un gradient de concentration, et c'est-à-dire une différence de concentration d'ion. Et l'ion en question ici, c'est le sodium, donc il va générer de l'énergie pour faciliter l'entrée du sodium dans la cellule. Donc, en fait, la glycolyse, c'est une voie métabolique de 10 réactions et qui est divisée en deux parties. Il y a les 5 premières réactions qui sont des réactions d'investissement, côté qui ont encore des réactions de préparation. Réactions d'investissement, pourquoi? C'est parce que dans ces 5 premières réactions, il y a consommation d'ATP. OK, il y a consommation d'ATP et on prépare le glucose ou encore ses intermédiaires à une coupure, OK, à une coupure parce que glucose, pas oublier que glucose c'est 6 atomes de carbone, acide pyruvique c'est 3 atomes. Donc à un moment donné, il faut que le glucose est coupé en deux. Donc justement, donc cette phase c'est une phase de préparation, c'est une phase d'investissement côté que glucose pral converti en un intermédiaire réactionnel et qui à la cinquième réaction, donc pral couper en deux. Intermédiaire de la glycolyse, donc tout ce sont relais
Donc, en fait, tous les intermédiaires de la glycolyse, ils sont phosphorylés. OK, donc c'est-à-dire qu'il y a un groupement phosphate et ces intermédiaires qui sont phosphorylés, qui sont activés, donc ils ne sont pas capables de traverser la membrane plastique. Ça, il faut l'expliquer, c'est que là, au préalable, que la toute première réaction du glucose dans la cellule, c'est lorsque le glucose, c'est quand le glucose est converti en glucose 6-phosphate. Donc ça, c'est la phosphorylation. Donc cette phosphorylation a plusieurs rôles. Premièrement, elle active le glucose. Deuxièmement, elle empêche au glucose de quitter la cellule parce que sous forme phosphorylée, comme par exemple glucose 6-phosphate, donc le glucose n'est pas capable de traverser la membrane pour les sortir. Maintenant, si le glucose besoin de sortir, donc il faut qu'il subisse une réaction de déphosphorylation et cette réaction est catalysée par une phosphatase. Alors que la phosphorylation est catalysée par une kinase. OK, donc voici la toute première réaction. La toute première réaction, donc synthèse du glucose 6-phosphate. Donc ça, c'est réaction 1. Donc quand le glucose pénètre dans la cellule, que ce soit par transport actif ou transport passif, diffusion facilitée, et bien pour empêcher au glucose de quitter, de sortir de la cellule, donc réaction, ça sont réactions qui fait rapide. OK? Donc vous avez le glucose ici, donc qui va recevoir un groupement phosphate. OK? Ce groupement phosphate va provenir de l'ATP. OK? Alors là, ce qu'il faut comprendre, nous avions bien expliqué ça dans le cours précédent, c'est que la phosphorylation du glucose, c'est-à-dire l'ajout de groupement phosphate sur le glucose, c'est une réaction endergonique. OK? C'est une réaction endergonique et la cellule ne dispose pas de l'énergie suffisante pour fixer le groupement phosphate sur le glucose. Par conséquent, cette réaction va être couplée à une autre réaction, l'hydrolyse de l'ATP, qui est une réaction exergonique. Donc, cette réaction exergonique, à savoir l'hydrolyse de l'ATP, il va non seulement fournir le groupement phosphate, OK, mais aussi de l'énergie pour fixer le groupement phosphate sur le carbone 6 du glucose. C'est la raison pour laquelle on parle de glucose 6-phosphate, c'est-à-dire le groupement phosphate va être fixé sur le carbone 6, OK? Le carbone 6 du glucose. Donc, cette réaction est catalysée par exokinase. Exokinase, c'est une enzyme qui n'est pas spécifique. Quand on parle de exo, ça fait référence à des monosaccharides qui possèdent 6 atomes de carbone. Cela veut dire que enzyme ça est capable d'agir sur glucose, galactose, fructose, quel que soit exose là, donc il peut agir sur lui. Mais par contre, si nous prenons glucokinase qui est spécifique au foie, donc nous lui-même il agit seulement sur glucose. OK? Donc glucokinase c'est une enzyme spécifique au glucose. Exokinase n'est pas spécifique, il est capable d'agir sur n'importe quel exose. Donc, c'est une réaction irréversible. OK, c'est une réaction irréversible. Et il faut savoir que quand l'on dit réaction irréversible, c'est-à-dire que réaction, ça n'est pas capable. Ce n'est pas que si le glucose 6-phosphate n'est pas capable de retourner par glucose, il est capable de retourner par glucose, mais ce n'est pas avec exokinase. Donc, exokinase n'est pas capable de catalyser l'hydrolyse de cette liaison entre le carbone 6 et le phosphate. Okay? Donc, maintenant, la réaction inverse est possible, mais on va utiliser une autre enzyme, par exemple, une phosphatase, pour justement donc, hydrolyser cette liaison phosphate. Donc, cette réaction, c'est une réaction irréversible. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de faire dans le sens inverse avec le même enzyme. Non? OK?
et c'est une réaction qui consomme de l'énergie. Donc, l'énergie provient de l'ATP. Donc, l'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie, 30,5 kJ par mol. OK, il y a une partie de cette énergie qui va être utilisée pour fixer le groupement phosphate sur le carbone 6. Donc, c'est une réaction endergonique qui est associée à une réaction exergonique. Donc, le bilan énergétique de cette réaction donne une valeur négative. Cela veut dire que c'est une réaction qui est exergonique globalement. Il faut nous comprendre bien, on a vu ça dans le cours de bio-énergétique. Et l'hydrolyse de l'ATP libère 30,5 kJ par mol, alors que la fixation de phosphate sur glucose, les besoins, si je me rappelle, soit 17,5 et on va le comme ça. Donc, là, on fait 30,5 moins 17,5, ça donne 13. Donc, cela veut dire que la réaction globalement libère 13 kJ par mol, ce qui revient à dire que globalement, la réaction est exergonique. Et c'est la raison pour laquelle même que cette réaction est irréversible. Donc, les réactions qui sont très exergoniques, okay, ce sont des réactions irréversibles. Et ces réactions irréversibles constituent des points de contrôle du voie métabolique. Pas oublier que toutes les voies métaboliques sont régulées. Donc là, c'est un point de contrôle de régulation de cette voie métabolique. Donc, c'est une réaction aussi qui nécessitait des ions de magnésium Mg2+, justement pour stabiliser l'ATP. N'oubliez pas que l'ATP possède 3 groupes phosphate et avec des charges négatives. Donc, les ions Mg2+, donc là, pour capable justement stabiliser l'ATP. Donc, Mg2+, donc c'est un cofacteur, ok, c'est le cofacteur de cette réaction. Donc là, si nous avons décrit réaction ça, on a dit que glucose c'est le substrat, glucose est le substrat, hexokinase c'est l'enzyme, glucose 6-phosphate est le produit, et puis Mg2+ là qu'on devrait mettre, donc c'est le cofacteur. OK, donc là, on nous donne quelques informations concernant ces enzymes. Hexokinase présent dans toutes les cellules, phosphoryle le glucose et les autres exoses, affinité élevée pour glucose. Donc là, c'est faible Km constante de Michaelis. Donc, les enzymes qui ont une faible constante de Michaelis, mais même possèdent une affinité élevée, inhibé par le glucose 6-phosphate. En fait, cette enzyme, n'oubliez pas que pour ceux qui ont suivi le cours d'enzymologie avec moi, donc les enzymes peuvent être inhibées ou activées par des ligands, Donc, il y a certaines molécules, donc quand elles sont en quantité importante et ces molécules peuvent se fixer sur l'enzyme. Donc, ces molécules peuvent avoir deux actions. Soit elles inhibent ou bien elles activent l'enzyme. Donc, quand vous avez beaucoup de glucose 6-phosphate qui est produit, donc c'est un inhibiteur pour l'hexokinase. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si réaction ça fait, attendez bien, oui? Si glucose 6-phosphate, si phosphorylation en fait, et puis, on t'a retrouvé dans une situation côté que glucose 6-phosphate, lui-même n'est pas capable de convertir en fructose 6-phosphate. Prochaine réaction, c'est l'isomérisation de glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc, vous vous imaginez que réaction ça n'est possible. Si réaction ça est impossible, cela veut dire que glucose 6-phosphate va arrêter dans le milieu. En fait, justement,
Glucose 6-phosphate qui pral rester là parce qu'il n'est pas capable de convertir en fructose 6-phosphate, qui pral inhiber exokinase. Mais par contre, si glucose 6-phosphate est produit et puis rapidement le converti en fructose 6-phosphate et fructose 6-phosphate lui-même rapidement converti en un autre produit, donc cela veut dire qu'on ne peut pas gagner dans le milieu une accumulation de glucose 6-phosphate et par conséquent exokinase pas inhibé. Mais quand le glucose 6-phosphate est produit et reste dans le milieu, donc il va inhiber exokinase et par conséquent voie métabolique la bloquée et ça possible quand en fait l'oxygène, quand il n'y a pas un besoin vraiment et d'ATP, quand glucolyse pas nécessaire, mais justement voie métabolique la bloquée tout simplement par l'inhibition des enzymes et grâce à certains produits qui sont des ligands, qui sont des inhibiteurs. Glucokinase, donc retrouvé au niveau du foie et du pancréas, spécifique au glucose, faible affinité pour le glucose, donc constante de Michaelis élevée. Donc, lui-même, il intervient surtout en postprandial, c'est-à-dire après le repas. Donc, il n'est pas inhibé par le glucose 6-phosphate. Deuxième réaction, c'est isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc, nous parlons d'une enzyme qui est les phosphoexose isomérase, donc qui prend convertir glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc, c'est une réaction réversible. C'est une réaction réversible, c'est-à-dire et une capable réaction ça l'a fait dans les deux sens. A fait dans les deux sens, ok, bien entendu, avec un point d'équilibre, ok. Mais songez de dire que toutes les voies métaboliques sont irréversibles. Si voie métabolique la gagne 10 réactions, une seule réaction irréversible suffit pour faire toute voie métabolique là irréversible. Et déjà, on a vu que la première réaction, c'est une réaction irréversible. Donc, la glycolyse dans son ensemble, ces 10 réactions constituent une voie métabolique irréversible. Deuxième réaction, catalysée par phosphoexose isomérase. Donc, c'est l'isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. OK, donc là, nous allons gagner l'autre réaction côté que fructose 6-phosphate pour le convertir en fructose 1,6 bis phosphate. Et on regarde qui ça dit sur enzyme d'abord, isomérisation réversible, réarrangement d'atomes pour former des isomères, conversion de aldose en cétose. Donc, aldose, c'est sucre avec fonction aldéhyde, cétose, sucre monosaccharide avec fonction cétone. OK, troisième réaction, c'est synthèse de fructose 1,6-biphosphate. En fait, l'objectif de cette première étape, ou encore la finalité de cette première étape, c'est de former deux trioses phosphates. Former deux trioses phosphates, pas dire que acide pyruvique, c'est 3 carbones. OK, c'est 3 carbones. Donc, une triose, c'est un sucre qui gagne 3 carbones. Donc, l'objectif, c'est faire en sorte qu'au terme de cette première partie, au terme de ces 5 réactions, la phase de préparation, eh bien, on gagne deux trioses phosphates qui formés, donc deux glycéraldéhydes et phosphate. OK, donc là, pour nous capables de convertir et fructose et 6-phosphate en fructose et 1,6 bis phosphate, donc il faut que nous ajouter un groupe en phosphate et groupe en phosphate, ça la venir du ATP. Donc encore, c'est une réaction endergonique qui peut l'associer avec une réaction exergonique. Donc l'hydrolyse de l'ATP, c'est la réaction exergonique. Donc l'hydrolyse de l'ATP la produit non seulement le groupement phosphate que nous allons ajouter sur carbone 1 dans la fructose 6-phosphate, mais aussi la rupture de la liaison, et je dirais gamma, dans le phosphate, non bêta,
Dans le phosphate, donc nous avons plusieurs liaisons phosphoanhydres. Dans l'ATP, je dirais mieux, nous avons plusieurs liaisons phosphoanhydres. Donc, ces liaisons, lorsqu'ils sont libérées, ils brisées, hydrolysées, ils libérées 30,5 kJ par mol. Donc, une partie de cette énergie va être utilisée pour fixer le groupement phosphate sur le carbone 1 de F6P. Et puis l'autre partie donc, va être utilisée pour maintenir la température de l'organisme constante. Donc, on nous dit ici transfert de phosphoryl par une phosphotransférase phosphofructokinase PFK1. Donc, ici, l'enzyme, c'est phosphofructokinase. Si nous regardons bien, dans le nom de l'enzyme, il y a et le nom du substrat, phosphofructose. Ouais, phosphofructose. Donc, l'enzyme s'appelle phosphofructokinase. Donc, ici, c'est cette enzyme qui catalyse donc, le transfert du groupement phosphate sur le carbone 1. Donc, les kinases, ce sont des transférases. Deuxième classe enzyme. Première classe enzyme, c'est oxydoréductase. Deuxième classe, c'est transférase. Troisième classe, hydrolase. Donc là, nous gagnons une transférase spécifique au phosphate, donc il va transférer un groupement phosphate sur de l'ATP sur F6P. Donc nous allons gagner F et 1,6BP, donc phosphofructose, fructose 1,6-biphosphate. Engagement définitif, le glucose, du glucose vers le catabolisme, donc réaction. Là encore, c'est une réaction irréversible. C'est une réaction irréversible. Cela veut dire que c'est un point de contrôle, de régulation de la voie métabolique. Donc là, c'est une réaction d'engagement. Une fois que réaction s'est faite, donc on atteint un point de non-retour. Pas oublier qu'on avait dit que chaque réaction, chaque voie métabolique gagne une réaction d'engagement. Voici la réaction d'engagement ici. Cela veut dire que, donc, une fois que la réaction s'est faite, on atteint un point de non-retour. Donc, si la voie métabolique l'a bloquée, c'est à ce niveau pour le bloquer. Est-ce que nous comprenons? Depuis la voie métabolique l'a bloquée là, c'est à ce niveau que l'a bloqué pour que glycolysant pas fait. Mais depuis la réaction ça fait fait, pas garder derrière, c'est tête droite vers l'acide pyruvique. OK, tête droite vers l'acide pyruvique. Si l'oxygène n'est pas disponible pour le cycle de Krebs, eh bien, l'acide pyruvique a entré dans la fermentation lactique. Mais depuis la réaction ça fait fait, pas gagner retour parce que là, c'est une réaction c'est un point de non-retour, c'est la réaction d'engagement. Une fois que les faite, c'est que cellules les engagées pour que voie métabolique les faite complètement. Et transfert du phosphoryl. Alors, quand on parle de phosphoryl, on parle du groupement phosphate, OK? Par une phosphotransférase, la PFK1, il y a aussi PFK2. Réaction irréversible, c'est-à-dire que le bilan énergétique global est négatif, consomme de l'énergie et nécessite du Mg2+, donc pour stabiliser l'ATP par rapport à ces charges négatives et les charges négatives du groupement phosphate. Et puis, il y a un rôle important de la régulation de la glycolyse, on en a parlé, engage définitivement le glucose vers le catabolisme. OK? Donc là, nous avons réaction 4. Réaction 4. Donc, n'oubliez pas l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de convertir. L'objectif, c'est de convertir le glucose en 2 triose phosphate. C'est ça au terme des 5 premières réactions. Donc, on doit obtenir 2 triose phosphate. On doit obtenir 2 triose phosphate à savoir le 2-glycyraldéhyde, à savoir 2 glycyraldéhyde. À savoir 2 glycyraldéhyde.
OK, donc là, il y a une réaction 4 là, côté que nous parlons de deux triosphosphate qui pourra le produit. Nous gagnons à partir de fructose 1,6-biphosphate. Donc, cette réaction pourra le catalyser par un enzyme qu'on appelle aldolase. Donc, un enzyme qu'on appelle aldolase. Donc, aldolase, c'est une liase. Donc, liase, c'est quatrième classe enzyme. Les liases, c'est quatrième classe d'enzyme. Donc, je rappelle, première classe, c'est oxydoréductase. Deuxième, c'est transférase. Troisième, c'est hydrolase. Donc, nous parlons de transférase. Les kinases sont des transférases. Nous parlons de hydrolase, les phosphatases. Ouais? Les phosphatases sont des hydrolases. Phosphatases, c'est-à-dire des enzymes qui sont capables de convertir glucose 6-phosphate en glucose. Il y a les liases, par exemple, aldolase, c'est une liase. OK, donc c'est quatrième classe et d'enzymes. Donc, les liases catalysent la rupture ou la formation de liaisons carbone-carbone, carbone-oxygène, etc. Donc, ce sont des enzymes qui sont capables de catalyser la rupture. Donc, puisque nous gagnons une chaîne carbonée qui gagne 6 carbones, nous pourrons le convertir en 2 molécules de 3 carbones. Donc, nous comprenons que entre le carbone 4 et le carbone 3, donc la liaison entre carbone 4 et carbone 3 supposée couper. Eh bien, pour que la liaison soit coupée, donc c'est liase aldolase liase qui a venu et couper et liaison ça à ce niveau. Et voilà, ben, montez-nous, voilà, c'est à ce niveau que liaison lui-même là, pour le couper. Voilà, donc nous allons gagner 3 carbones là qui vont le nous et glycéraldéhyde phosphate et puis nous parlons gagner 3 autres carbone qui va le nous et dihydroxyacétone phosphate. Donc dihydroxyacétone phosphate. Donc là voici les produits. Donc là nous gagnons dihydroxyacétone phosphate et puis là nous gagnons et glycéraldéhyde et 3 phosphates. Donc sauf que ici le dihydroxyacétone phosphate lui-même n'est pas gagné à venir dans le réservoir métabolique là. OK? Donc c'est-à-dire que lui-même n'est pas capable de poursuivre le réservoir métabolique là parce que il pas gagné enzyme vraiment qui est capable de convertir tel quel en acide pyruvique. Et dans la cinquième réaction, ça c'est quatrième, nous pouvons voir que, mais si nous regardons bien, nous pouvons que dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde et 3 phosphate, ce sont des isomères. Donc, 3 carbones, un groupement phosphate, OK, même quantité d'oxygène, même quantité d'hydrogène, ce sont des isomères. OK, une c'est un cétone, l'autre là c'est un aldéhyde, donc nous connaissons cétone aldéhyde et même aussi des isomères et par conséquent des isomères de fonction par conséquent. Donc, nous parlons dans la cinquième réaction, côté que DHAP, qui pourra le convertir en GAP, OK, grâce à ion isomérase. Voilà. OK, donc on regarde la cinquième réaction, peut-être qu'on donne des informations concernant l'enzyme aldolase. Donc, réaction réversible, catalysée par fructose 1,6-biphosphate aldolase. Gain aldolase A la plupart des tissus, aldolase B, foie et rein. Donc, c'est en classification en fonction de localisation. Et puis, cinquième réaction, comme je l'avais dit précédemment, c'est l'interconversion des triosphosphate. Donc, je rappelle que DHAP, lui-même, il n'est pas capable de poursuivre et il n'est pas capable de continuer parce qu'il n'est pas d'enzyme qui est capable vraiment convertir en acide pyruvique. Seul GAP et glycéraldéhyde 3-phosphate qui gagne avenir, qui est capable de continuer. Par conséquent, donc nous parlons que GAP, DHAP, comme c'est des isomères
donc on met DHAP pour le convertir en GAP. Donc on a déjà un GAP, donc on a 6 DHAP convertis en GAP, donc cela veut dire qu'au terme de ces 5 réactions, donc on aura obtenu 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, réaction d'isomérisation, conversion d'une cétose en DHAP en aldose, catalysée par une enzyme qu'on appelle triose phosphate isomérase. Mais cinquième réaction, l'enzyme c'est triose phosphate isomérase. Donc, songez bien, au terme de la quatrième réaction, on avait obtenu glycéraldéhyde 3-phosphate et dihydroxyacétone phosphate. Donc, nous avons déjà gagné un gap, ok, GA3P, qu'on a là, DHAP, lui-même, il va le convertir en un autre gap, ce qui fait qu'au terme de ces 5 premières réactions, donc, on a gagné 2 molécules de glycéraldéhyde phosphate. Voilà, donc, un résumé de la première moitié de la glycolyse qui c'est en phase d'investissement, en phase de préparation. Donc, on a commencé avec le glucose. Donc, au cours de cette réaction, 2 molécules d'ATP est consommées. Ça, c'est le bilan énergétique. Donc, où est-ce que ces molécules sont consommées? Réaction 1, réaction 3. OK, ce sont des réactions de phosphorylation qui sont catalysées par des kinases. Et ces réactions, ce sont des réactions irréversibles. Et troisième réaction, notamment, donc, c'est une réaction d'engagement. Et puis, cinquième réaction, donc, nous avons GAP, qui c'est GAP, cette réaction est la conversion GAP et DHAP, c'est des isomères, donc, une capable de convertir en l'autre. Donc, étant donné que DHAP n'a pas à venir dans la voie métabolique là, donc, on va considérer que DHAP est converti en GAP, donc, ce qui revient à dire que on obtient au terme de cette première moitié de la glycolyse 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Et cela veut dire que toute réaction que nous allons faire, donc nous allons faire à partir de 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc nous allons faire pour un seul, mais le fait bilan, il faut considérer que ces 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate que nous gagnons. Instant. OK, donc sixième réaction. Donc là, nous, dans la deuxième étape, là, OK, donc on va s'arrêter ici et on a campé là. Donc, dans une prochaine vidéo, donc, on a enregistré pour nous et 5 prochaines étapes. Donc, à savoir réaction 6, donc jusqu'à réaction 10. OK, donc on s'arrête là. Et m'espérer que après visionnage et première partie ça, donc nous gagnons des questions par rapport à et ça nous expliquer dans la première partie ça. Donc, à la prochaine.